Salut Kamaktavish, on y est. Comme je te l'ai spoilé pendant toutes les vidéos précédentes, tout est allé très bien pour les Séminoles jusqu'à l'arrivée des États-Unis. Ça a commencé au moment de la guerre d'indépendance, quand les colons se sont soulevés contre la couronne britannique pour devenir maîtres de leur destin et fonder leur nation, les États-Unis d'Amérique, en 1783. À ce moment-là, la Floride est anglaise. Rappelle-toi, elle a été espagnole, puis anglaise, puis re-espagnole et enfin américaine. Ouais, je sais, c'est pas facile. Le mieux, si t'as des doutes, c'est de reprendre tranquillement la première vidéo. Là, je te la mets en truc épinglé, là. Bon, revenons à nos chers Anglais, ils ont engagé des Séminoles pour aller faire des raids en Géorgie. Alors la Géorgie, c'est un état des États-Unis qui est frontalier de la Floride, ce qui a eu pour effet de créer des passerelles pour que toujours plus d'esclaves puissent fuir vers le sud. Les Anglais, ils ont fait un peu un coup aux tribus indiennes, un coup de l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Veux-tu être mon ami contre mon ennemi ? Et ça a fonctionné. Faut pas oublier que les esclaves, à l'époque du démarrage des États-Unis, c'est un peu l'équivalent du moteur à explosion. Ça produisait une ressource économique absolument écrasante. Donc c'était un bien précieux et indispensable. Les Anglais, ils le savaient pertinemment, et il fallait ouvrir plusieurs fronts pour déstabiliser les États-Unis. Mais ils perdent la guerre. Et voilà les États-Unis créés avec déjà du ressentiment contre les Séminoles. Tu te souviens de l'ambition des USA de conquérir le monde ? Ils vont rapidement identifier la Floride comme un point faible. Alors pas à cause des quelques petits sauvages qui y vivent, mais parce que cette propriété qui est redevenue entre-temps espagnole après la défaite de l'Angleterre, elle contrôle la majorité de l'embouchure des grands fleuves de l'Ouest sous les Appalaches. Donc ça pourrait potentiellement servir de point d'invasion pour les Européens, parano depuis leur création les États-Unis. En 1783, quand l'Espagne récupère la Floride, ils ont beau être à la tête d'un empire territorial immense. Regarde-moi cette photo là que je te mets. T'as vu ça, c'est un truc de fou quand même. La vérité, c'est que les Espagnols, ils peuvent pas contrôler militairement la Floride. D'autant plus que ces fourbes d'Anglais, ils continuent d'armer les tribus en douce, en leur promettant monts et merveilles dans le dos des Espagnols et des Américains. Les Anglois, ils ont même passé un accord avec l'Espagne en 1812 pour pouvoir utiliser la Floride comme base arrière contre les États-Unis. Donc il y avait quand même du bon sens à chercher à s'emparer de ce territoire. Mais impossible pour les États-Unis de récupérer cet État par la voie diplomatique, même en tentant de faire croire que le nord de la Floride fait partie de l'accord de cession de la Louisiane française vendu par Napoléon Bonaparte en 1803. Pire que ça, les Anglais, pendant la guerre de 1812 à 1815 contre les États-Unis, ils ont construit un fort flambant neuf, que l'histoire rebaptisera plus tard le fort Negro. Ils l'ont construit en prévision d'une contre-attaque majeure, mais elle n'est jamais arrivée. Et au moment de la retraite, les Anglais, ils ont proposé aux Séminoles d'occuper le fort en leur promettant armes, vivres et autres fournitures. Mais pour les Indiens, aucun intérêt, leur mode de vie n'a pas besoin de ce genre de construction. Du coup, ils ont refusé. Alors les Anglais se sont tournés vers les Séminoles noirs, qui eux ont accepté, avec une partie du Marine Colonial Corps anglais composé de noirs libres. Mais ça, on en reparlera plus tard. Parce qu'avant, il faut qu'on parle de cette année 1812. La Floride étant un magnifique Eldorado pour esclaves, les Géorgiens, qui vivent à la frontière, ils décident de lever une milice de patriotes pour semer la terreur en Floride. La Géorgie, pour te donner une idée, pour te faire une idée de l'état géorgien à l'époque, il faut voir ça comme un état de blancs ultra conservateurs qui dirige des plantations lucratives remplies de centaines d'esclaves noirs. On est donc en 1812 et c'est le début de la Patriot War. Alors ça n'a rien à voir avec le film Patriote avec Mel Gibson, je te le dis direct, tu oublies. Avec leur milice, ils ont quelques succès, notamment à Fernandina, qui est une ville de Floride, mais finalement la tentative d'insurrection est un flop total. Elle est d'ailleurs pas soutenue par le gouvernement américain, du moins publiquement. Ils sont déjà en guerre contre l'Angleterre, et pour l'instant, ils ont trop peur de déclencher une guerre supplémentaire contre l'Espagne, qu'ils pensent encore badass. 600 sacos. Les Séminoles mieux organisés, plus mobiles, ils font un carnage en détruisant par exemple un convoi de l'armée américaine. L'armée américaine, tu vois, qui est en sous-marin quand même. Puis en repoussant la milice aux côtés des Espagnols et de Prince, un maître charpentier de 26 ans, à la tête d'un bataillon de 90 noirs libres, tout droit venu de la Havane en renfort. Rappelle-toi bien de ce mec. Après cette guerre éclair parallèle, qui n'aura duré finalement qu'une année,
Les États-Unis vont faire la paix avec les Anglais en 1814. Lors du retrait britannique de 1815, quand ils ont perdu, le commandant Edward Nichols laisse intentionnellement, faire chier clairement, le fort armé ainsi que son ancien corps de Marines colonial. Fort Negro devient ainsi une place forte, synonyme de liberté pour tous les esclaves désireux de fuir au sud et surtout une verrue implantée sur la frontière narguant les propriétaires de plantations en Géorgie notamment. Alors l'Espagne, il condamne aussi les activités de ce Fort Negro, qu'elle qualifie, moi bien celle-là, elle est vraiment comique, d'insurgés rebelles ayant contré non seulement l'autorité de Sa Majesté catholique, mais aussi de leurs propriétaires légitimes dont ils ont cessé de fournir leurs services. C'est littéralement le texte de la déclaration officielle du gouverneur de Floride pour l'Espagne qu'on trouve dans le bouquin La bataille de Fort Negro. Alors bon, du coup, l'Espagne, elle est solidaire des Américains, elle condamne, il n'y a pas de problème, elle reconnaît même que ses citoyens subissent plus de préjudices que les citoyens américains, mais elle n'envoie pas de troupes, ça parlemente dans les instances espagnoles. Faut dire qu'envoyer des soldats, ça coûte cher, les vies espagnoles sont précieuses, alors ça cherche à mobiliser des Séminoles du Sud, quitte à leur promettre des primes pour chaque capture d'un occupant de Fort Negro. Attention, c'est des primettes, on parle de 50 pesos pour un homme, 30 pour une femme et 20 pour un enfant. Faut pas déconner à envoyer des gens mourir. Faudrait pas non plus risquer de les enrichir, mais les Séminoles, ils sont pas dupes. Et ils sont surtout alliés aux Noirs, qu'ils soient libres, esclaves ou anglais. De toute manière, du côté de l'Espagne, vaut mieux carrément fermer les yeux que d'avouer son impuissance. Et les États-Unis, ils avancent leur pion. D'autant plus que les alors eux, c'est incroyable, c'est de tout temps, j'ai l'impression. Les propagandistes frontaliers, ils rapportent qu'en secret, l'Espagne serait en train de faire transaction de la Floride au profit des Anglais. Alors imagine la pétoche à Washington. Ce problème de menace de la sécurité intérieure américaine, alors sécurité intérieure, problème de peut être géré par les Espagnols. Pire que ça, ils continuent d'accueillir les esclaves en fuite s'ils acceptent de se convertir au catholicisme. Pour les Américains qui cherchent à s'approprier la Floride, c'est une occasion en or d'affaiblir les défenses locales. D'autant plus que Fort Negro voit transiter les bateaux de ravitaillement, qui ont plusieurs fois été pris pour cible. Le livre The Battle for Fort Negro, que je te recommande si tu veux approfondir, je l'ai mis dans les sources en bas là, c'est une mine d'or sur cet événement, mais comme il est quand même très lié au contexte géopolitique entre l'Espagne, l'Angleterre et les USA, et finalement un peu aux Séminoles, à proprement parler, je suis obligé de le résumer à mort. Mais Fort Negro, c'était un délire. Il y avait 1 millier de Noirs répartis dans et autour du fort pour assurer sa subsistance. Ils étaient quasiment autonomes alimentairement grâce à leurs champs de maïs et à leur pâturage. Ils ont fabriqué plusieurs bateaux, petits, mais mobiles, avec des canons embarqués qui provenaient directement du fort. Et on estime la valeur de leur marine à environ 650 pesos, ce qui est énorme pour un groupe de gens, mais relativement faible face à un pays. Mais on parle de contrôle d'un fleuve là, fluvial, donc c'est surpété pour le contrôle d'un fleuve, Il tenait même une petite île qui s'appelait la Isla de Perros, ce qui veut dire l'île des chiens. C'est littéralement une activité de piraterie en fait qui s'est développée avec Fort Negro. Et tous les navires, excepté les bateaux navigants sous pavillon anglais, étaient attaqués. Et ça, je peux bien comprendre que ça puisse irriter Espagnols comme Américains à un moment donné, Et les États-Unis, comme d'habitude, comme encore aujourd'hui, il leur en faut pas grand-chose pour être irrités. Mais c'est un pays qui est quand même démocratique. Alors il faut convaincre. Et comme toujours, encore une fois, il y a systématiquement un double, voire un triple langage. Alors d'un côté, on a le langage diplomatique, à destination de l'Espagne. Le fort accueille et protège nos esclaves en fuite. Il couvre une révolte noire, sert de base d'opération pour les guerriers indiens, les meurtriers et les criminels. De l'autre, le langage du Congrès. Il y a une révolte noire qui se prépare depuis Fort Negro. Nos bateaux de ravitaillement sont attaqués. Les citoyens américains frontaliers sont en grand danger. Et enfin, il y a l'objectif réel, celui dont on discute dans le bureau ovale, Réduire les défenses de la Floride, tester l'Espagne, prendre un point stratégique, sécuriser le transit fluvial et empêcher définitivement les Anglais de revenir. Le général Andrew Jackson dira cette petite phrase à Gaines juste avant sa campagne.
vous possédez le pouvoir d'agir selon votre propre volonté. Sous-entendu, on te l'a donné quoi. Hein. Ce qui, je l'espère, vous permettra d'exorciser le problème. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons quand même. En réalité, Andrew Jackson, il réalise là un coup politique remarquable, car en cas d'échec militaire ou de répercussion dans l'opinion publique, la responsabilité, elle retombera sur Gaines. Et par contre, en cas de succès, c'est Jackson qui s'attribuera les honneurs, puisqu'il aura été le leadership à l'initiative de cette attaque. C'est gagnant-gagnant pour lui, et si tu sais pas encore, je te fais un gros spoil là, Andrew Jackson, il deviendra président des États-Unis, comme c'est étonnant. Ainsi, le général Gaines et le colonel Duncan Clinch sont dépêchés pour attaquer Fort Negro et ramener un maximum d'esclaves en fuite. Pour ça, ils sont épaulés par 2 canonnières, la 149 et la 154, qui descendent la rivière Apalachicola, et d'une centaine d'hommes, dont principalement des guerriers Creeks, sous le commandement du chef William McIntosh, surnommé le guerrier blanc à cause de son père écossais. Le fort est très bien gardé, on parle de 334 occupants, dont 200 noirs, armés de mousquets et 10 canons de 24 livres qui tirent des boulets de 11,5 kg. C'est un truc de quand même des bons bébés quoi. L'armée américaine, elle est consciente de la force que représente ce fort et elle anticipe un très long siège. D'autant plus qu'il est extrêmement bien conçu et situé. Il surplombe la rivière et un redan permet d'organiser la défense du fort en amont et en aval du cours d'eau. Tout autour du périmètre du fort, il y a un large fossé qui donne sur des forêts et des marais impénétrables, excepté par une petite voie cachée que les Séminoles empruntent pour les échanges. Outre le redan, il y a une structure octogonale, je te mets une photo là, au centre qui sert de garnison, de quartier pour les soldats et de stockage du matériel militaire. Le reste à l'extérieur étant de larges bâtiments confortables, en pierre, abritant eux aussi des hommes. Alors que la colonne de Gaines avance, elle essuie plusieurs escarmouches menées par des Séminoles noirs. Alors il y a quelques victimes côté américain, notamment l'équipage complet du bateau de Loughborough. J'ai fait qu'un accent de merde. Je te le mets en texte. Qui venait d'accoster pour parlementer. 3 morts et 1 capturé, ramenés au fort et brûlés vifs. Putain, je rigole, mais il y a des morts là. Les 2 ennemis se testent en vue de l'affrontement final, quoi. Le fort est finalement ceinturé par l'armée américaine le 20 juillet 1916. À bonne distance, pour pas être pris pour cible par les canons de 24 du Fort Negro, le colonel Clinch, il envoie ses alliés Creek sous le commandement du guerrier blanc, le chef William McIntosh. Ils sont spécialisés dans la chasse aux Indiens. Ils s'infiltrent dans la forêt environnante là pour user les défenses du fort. Pendant 7 jours, ils tirent avec leurs mousquets depuis la forêt sur le fort, qui répond avec toute la puissance de feu disponible, ravageant complètement la végétation tout en maintenant à bonne distance les troupes régulières américaines quand elles sont en vue. Les sources s'accordent à dire que les artilleurs de Fort Negro, ils étaient vraiment mauvais en fait, ou simplement pas formés à ces armes. On sait pas trop, c'est l'un ou l'autre quoi. Mais le bruit généré par une dizaine de canons de 24 livres qui canardent suffit à terroriser Loomis, le commandant d'une des canonnières qui entend le vacarme à plusieurs kilomètres de là. Je sais pas si t'as vu le film Napoléon là, de Ridley Scott, les canonnades là, imagine-toi 10 canons comme ça qui te canardent, ça doit être impressionnant quand même. Un fait qu'on ne trouve quasiment nulle part dans l'histoire de cette bataille et qui est décrit dans la bataille de Fort Negro, c'est le combat au sol qui a suivi les jours d'échange de tirs depuis la forêt. Je trouve ça super badass. En gros, les Indiens Creeks sont sortis de la forêt face au fort, McIntosh en tête. Alors les raisons, elles sont pas très claires, mais c'est probablement suite à des provocations des Séminoles noirs et des nègres. Les canons, ils sont stoppés à ce moment-là. Les portes du fort, elles s'ouvrent. Les hommes sortent, ils se font face. Garçon, le leader du fort, une machette à la main, avance en tête. Il lève le bras et il ordonne la charge des anciens esclaves noirs, des Séminoles noirs, des Indiens Choctaw alliés et des anciens du marine colonial anglais, avec lesquels il en a vu des batailles. De son côté, William McIntosh, le guerrier blanc, et ses guerriers sont à la lisière de la forêt. Il est temps de faire parler les tomahawks et les couteaux. Après un puissant cri de guerre, le groupe entier fonce vers Garçon et ses hommes. La bataille au corps à corps, pour l'honneur, pour les scalps et la revanche, elle aurait duré de 2 à 3 jours. Alors ouais, moi aussi, je trouve ça un peu exagéré, mais c'est dans les rapports de l'armée, quoi. Finalement, les Séminoles noirs se replient au fort, ils sont vaincus en sous-effectif, ou peut-être qu'ils anticipent une attaque surprise, on sait pas trop. Les Américains, observant le combat de loin, ils ont compris à ce moment-là que les fortins, là, ils allaient pas abandonner aussi facilement. Il est 8h du matin le 27 juillet 1816. Gaines propose aux occupants du fort de se rendre, mais il reçoit en gage de réponse le drapeau Union Jack érigé, ainsi qu'un pavillon rouge indiquant qu'aucun quartier ne serait fait. La bataille finale commence. Le fort est dirigé par 3 Afro-Américains.
Le premier, c'est Garçon, tu le connais déjà, il a 30 ans, c'est lui le leader. C'est un ancien charpentier, esclave évadé de Pensacola. Il est recherché pour 750 pesos. Et il dit à la délégation américaine venue sous drapeau blanc demander aux fortins de se rendre qu'il détruirait tout bateau américain tentant de passer et que s'il ne pouvait pas défendre le fort, il le ferait carrément imploser. C'est aussi lui qui est responsable de la mort de 3 marins américains et de la capture d'un 4e, alors qu'il dirigeait un commando de 40 guerriers. Tu sais, c'est le moment de la vidéo où je me suis marré tout à l'heure, quand je t'ai fait l'accent anglais de merde. On trouve ensuite Cyrus, ou Cyrus, il a 26 ans, c'est un charpentier, et enfin Prince. Alors Prince ou Prince, c'est comme tu veux. Tu te souviens de lui, c'est celui qui était à la tête des 90 esclaves noirs libres de la Havane, et sa tête, pour 26 ans, elle est mise à prix pour 1500 pesos. Alors, j'ai voulu me marrer un peu, tu vois, ça a été une galère incroyable pour évaluer ce que ça représenterait aujourd'hui avec l'inflation, les changements de monnaie, etc. Donc finalement, j'ai trouvé une combine. J'ai trouvé le poids d'un pesos de l'année 1800. C'était autour de 27,064 grammes d'argent. Donc si on convertit simplement avec le taux actuel de l'argent pour Prince et ses 1500 pesos, ça représenterait une prime de 28 011 €, ce qui est vraiment pas mal quand même. Il est 9h du matin, les canonnières américaines se mettent à tirer en direction du fort pour ajuster leur portée. En réponse, les canons du fort arrosent la rivière. Pendant 1 heure, les tirs pleuvent d'un côté comme de l'autre. Ils sont à leur limite extrême de portée, mais les Américains ont un avantage, l'expérience technique de leurs artilleurs. Aucun des partis ne prend l'avantage, mais voilà qu'un coup d'une précision extrême ou d'une chance de cocu va changer la situation. La canonnière 154 arme un boulet chauffé à blanc. Elle tire. Le boulet fend en l'air et atteint un petit bâtiment à l'intérieur du fort. Il transperce le toit et il s'écrase sur la réserve de munitions, boulets, mousquets et de poudre noire. Une explosion colossale se produit. Certains disent qu'elle est entendue à plus de 160 km de là, je veux bien les croire. Elle surprend les Américains qui sont sidérés par le bruit et l'ampleur de l'impact. À l'intérieur du fort, c'est une boucherie. Sur les 330 occupants, il y en a 275 qui sont morts sur le coup. Femmes, enfants, combattants. L'explosion a stoppé le combat. Le Dr Buck, membre de la troupe du colonel Clinch, écrit à son père: en un instant, des centaines de corps sans vie ont été éparpillés sur la plaine, enterrés sous la poussière et les débris, ou empalés sur la cime des arbres à plusieurs dizaines de mètres. C'est des piles de corps d'hommes, femmes et enfants qui gisent. Les Indiens Creeks entrent en premier et massacrent les survivants blessés, pour la plupart mortellement. Mais rapidement, Clinch arrive dans les ruines du fort. Il monte sur le point le plus haut qu'il peut trouver et il hurle aux troupes de stopper ce massacre. Les Noirs blessés doivent être réintégrés comme esclaves. Morts, ils n'ont plus de valeur. Contre toute attente, blessés, aveugles et couverts de sang, Garçon émerge des décombres, de même que le leader Choctaw. Ils sont faits prisonniers, sont jugés. Jusqu'à leur mort, ils vont défier Clinch et Gaines, qui finiront par ordonner leur scalp et leur mise à mort. C'est la fin d'un symbole, la fin de la facilité de fuite pour les esclaves américains. Mais les troubles sont pas terminés. À peine quelques mois plus tard, en 1817, Fort Scott entre en conflit avec le village Miccosukee Foul Town. Du point de vue des Américains, les Indiens doivent céder le territoire promis par les Creeks quand ils ont signé le traité de Fort Jackson. Alors ça concerne l'histoire des Creeks. Si ça t'intéresse, on pourra faire une série dessus. Mais pour faire court, ce traité, il oblige les Creeks à céder 89 000 km² de terre aux États-Unis à l'issue de la guerre des bâtons rouges. Alors rappelle-toi, les bâtons rouges, c'est une fraction du peuple Creek qui a migré en Floride pour devenir les Séminoles. Sauf que les Miccosukee sont intégrés au groupe des Séminoles. Ils se considèrent pas du tout comme des Creeks. Ils sont pas des Creeks. Et encore moins ont été intégrés ou fait partie prenante du deal de cession du territoire. Donc pour eux, les Géorgiens, ils peuvent se gratter quoi. Ni une ni deux, le général Gaines, pour qui un Indien, c'est un Indien quoi. Il envoie 250 hommes pour capturer le chef Nehamatla. L'attaque, c'est un échec total. Les forces américaines, elles sont repoussées par Nehamatla et ses guerriers. On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière. Et du coup, le soir, les Indiens, ils célèbrent leur victoire en chantant, en festoyant. Sauf que le lendemain, une nouvelle armée attaque avec le double d'hommes. Le village, il est complètement rasé. Beaucoup de guerriers et de civils sont massacrés, mais la plupart quand même sont sauvés grâce à Nehamatla qui parvient à les faire fuir dans les marais. Toujours en 1817, le général Andrew Jackson, il décide de prendre la main sur le sujet et il brûle l'ensemble des villages séminoles encore présents sur le sol américain en prévention d'une
contre-attaque suite à l'initiative de Gaines. Ces années à combattre plus ou moins directement les Séminoles, à forte proportion noire, ont fait prendre conscience aux Américains de deux choses. L'une, le Séminole est notre ennemi. Et deux, une révolte d'esclaves n'est pas impossible si on mate pas rapidement ce peuple. Du moins, c'est ce que le gouvernement veut que l'opinion publique pense. D'un autre côté, le coup des patriotes géorgiens a permis aux USA de prendre la température avec l'Espagne. Ne voyant qu'une faible résistance, le Congrès envoie une fois encore contre les Séminoles le sociopathe génocidaire et despotique général Andrew Jackson. Il sort tout juste victorieux de la guerre contre les Creeks. Rappelle-toi les bâtons rouges, environ 3000 à 5000 Creeks qui migrent en Floride et rejoignent les Séminoles. Le prétexte, il est épique, ce qui finalement, quand on y réfléchit, sera la marque de fabrique des Amerlocs en ce qui concerne les déclarations de guerre, Donc le prétexte, les USA, suite à de nombreuses plaintes civiles, veulent récupérer la propriété d'esclaves noirs en fuite en Floride. L'Espagne étant incapable de la restituer, c'est eux qui s'octroient le droit d'aller les chercher en Floride. Voilà le délire. Fornegro, c'est passé crème. Alors autant continuer dans la même stratégie, Sauf qu'en secret, Andrew Jackson, il a un plan d'annexion en 60 jours de la Floride validé par le président. À partir de 1814 commencent donc les préparatifs de la première guerre séminole, dont l'objectif à peine caché pour les USA est l'appropriation de la Floride. Tu remarqueras que les préparatifs ont commencé avant la destruction de Fornegro en 1816. Je dis ça, je dis rien. En mars 1818, Jackson entre en Floride à la tête de 4500 hommes, dont 1500 guerriers Lower Creeks, les ennemis héréditaires des Upper Creeks, qui ont perdu la guerre des bâtons rouges et sont maintenant des Séminoles. Ouais, je sais, t'en peux plus d'entendre cette guerre des bâtons rouges, faudra un jour que j'en parle. Il y a aussi 2 régiments de dragons et une petite flottille de bateaux. Il construit le fort Gadsden, à l'ancien emplacement de la bataille de Fornegro. Ensuite, il cherche les villages amérindiens autour du lac Miccosukee et les brûle, les uns après les autres. Tranquille. Alors il y a très peu de victimes côté séminole et aucune côté américain, mais les choses vont un petit peu évoluer. Le chef séminole Kinache, ou guerrier lointain, considéré comme le roi des Miccosukee, il organise la résistance et il lance plusieurs escarmouches sur la colonne américaine. Son objectif est de détourner les forces américaines des villages et des cultures, mais l'impact de ces attaques est minime, voire quasiment nul, et à contrario, les Américains font très peu de dégâts parce qu'ils sont pas habitués à se battre contre un ennemi qui n'est pas en bataille rangée. On est toujours côté indien à l'époque sur un combo armes primitives et fusils, et comme je te l'expliquais dans la seconde vidéo, les Séminoles, ils forment pas un peuple vraiment uni avec un gouvernement central. Donc chaque tribu se retrouve un peu à gérer quasiment seul le problème d'une colonne de 4200 soldats qui leur arrive sur la tronche, Et il y a une sorte d'inertie, comme un gros gouvernement finalement, avant une prise de décision commune, On va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup d'infos, tu dois en avoir ras-le-bol. La prochaine fois, on verra si malgré tout Kinache il trouve une solution pour stopper l'invasion américaine. Il lui monte son cul. On verra comment l'Espagne répond à cet affront diplomatique. Et en parallèle, tu vas faire la connaissance d'un symbole indien plus célèbre encore que Geronimo. Un combattant et un meneur d'hommes exceptionnel. On vient de clôturer le 3e épisode, donc à partir de maintenant, on rentre dans 46 ans de guerre sans pitié entre les Blancs et les Séminoles. N'hésite pas à rejoindre le clan pour ne rien manquer. Allez, ciao!